Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but ? Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Nous recevons pour la toute première fois dans Les Becs Sucrés un boulanger. Mais pas n'importe quel boulanger, puisque Romain Dufour, âgé de 31 ans, a déjà touché à beaucoup d'aspects de son métier. C'est une grande chance de pouvoir revenir avec lui sur son parcours, de son bac pro au Plaza Athénée, en passant par une boulangerie versaillaise, et ses aventures à Dubaï et aux États-Unis. Romain, aujourd'hui installé à Chicago, se définit comme un boulanger globe-trotter. Entre deux pétrissages, il nous consacre un peu de son temps pour partager avec nous sa grande passion pour la boulangerie. Merci Romain d'avoir accepté notre invitation, et bienvenue à toi dans Les Becs Sucrés. Mais merci à vous de m'avoir invité. Romain, nous avons l'habitude de commencer ce podcast par une petite présentation de ta personne. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît ? Oui, alors donc je suis Romain Dufour, j'ai donc 31 ans, tu l'as déjà dit. Je suis originaire de Paris, de la région parisienne. J'ai grandi dans le Val-de-Marne. En tout cas, je suis boulanger depuis l'âge de 10 ans, on va dire. Enfin, depuis l'âge de 15 ans où j'ai commencé mon apprentissage, mais j'ai commencé la boulangerie à 10 ans avec mon oncle. Et c'est devenu une vraie passion. J'en vis professionnellement, mais j'en vis aussi de cette passion. C'est un pur bonheur. Et alors dis-moi, comment tu découvres ce métier à l'âge de 10 ans ? C'est mon oncle qui a acheté sa première boulangerie. Et puis il me dit viens en vacances, passer du temps. Et donc j'étais dans sa boulangerie et puis voilà, je jouais avec la pâte, le collant, c'était marrant, les odeurs, c'est marrant, c'est toujours ces odeurs de levure dont je me souviens parce que c'est des odeurs que je n'aimais pas tout petit et qui ont changé avec le temps. Et puis vacances après vacances après vacances, et c'est devenu plus qu'un jeu. Est-ce que c'est toi qui demandais à retourner systématiquement chez ton oncle en vacances pour retourner à la boulangerie ? Oui. À chaque fois, c'était toujours un problème parce que mes parents, ils avaient d'autres plans pour moi. Et puis mon oncle, il devait travailler aussi un petit peu, hein, donc. Ouais. En fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, non, 14 ans, où là, vraiment, toutes mes vacances scolaires, je les passais avec. Et est-ce que ton oncle, du coup, a joué un rôle de mentor pour toi ? Ah totalement. Ça a changé un petit peu avec le temps, mais à l'époque, c'était un vrai mentor. Moi, j'ai tout appris de lui. Et je pense que même mes idées de boulangerie et que je peux encore avoir maintenant, elles viennent de lui. Donc, il n'y a aucun doute. Et comment est-ce qu'il fait toujours partie de ta vie ? Est-ce que tu cherches toujours aujourd'hui conseil auprès de ton oncle ? Comment est-ce qu'il a du coup suivi ton évolution ? On est effectivement toujours très très proches, hein. Forcément, ce monde de la boulangerie nous a rapprochés. On se parle toujours régulièrement. Et en fait, maintenant, ça a un petit peu changé de direction parce que régulièrement, c'est plus lui qui, qui vient, qui me demande des conseils plutôt que moi. Et c'est du coup un pur bonheur. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours de cette phrase qu'il m'a dit il y a quelques années où justement, quand la première fois qu'il m'a posé une question, et je lui ai dit, waouh, c'est toi maintenant qui viens vers moi. Et il dit, tu vois, c'est que j'ai réussi ma formation parce que si t'étais pas plus fort que moi, j'aurais pas réussi ma formation. Et ça m'avait beaucoup, ça m'avait beaucoup touché. C'est l'élève qui dépasse le maître. C'est ça. Bon, et puis après, j'ai eu la chance professionnellement de faire des choses en fait qui m'ont vachement enrichi. Donc revenons un petit peu sur ton parcours. Donc tu te lances dans un BEP puis un bac pro en boulangerie que tu réalises du coup au Plaza Athénée. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es parvenu à te sécuriser cette place d'apprentissage que j'imagine doit être assez convoitée dans le milieu ? Oui, donc ça c'est assez marrant parce que donc quand je suis devenu boulanger, alors ça a été déjà très compliqué avec mon père, hein, surtout au début, qui n'acceptait pas vraiment que je sois boulanger. Mais moi, très rapidement, je lui avais dit, et je pense que c'était le fait aussi de voir mon oncle, hein, je lui avais dit, oui, mais moi, j'aimerais pas seulement être boulanger de quartier, alors, sans être pessimiste hein, là-dessus, mais c'est pas ce que je voyais pour ma carrière. Et rapidement, en fait, l'hôtellerie est venue. Et je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas du tout d'expérience d'hôtellerie ou de j'ai jamais été dans un hôtel quand j'étais petit, encore moins dans un palace, mais j'avais cette envie-là. Et j'ai eu l'opportunité en fait d'en parler à mes professeurs à l'école parce que j'étais à l'école de boulangerie de Paris à Paris. Et un de mes professeurs, Dominique Gentil, en fait, m'a dit, écoute, moi j'ai des contacts dans deux hôtels, Plaza Athénée et le Bristol.
Et j'ai eu mes entretiens dans ces 2 hôtels et j'avais eu un coup de cœur pour le Plaza Athénée. Et étrangement, je pense pas avoir eu de problème pour rentrer. Alors je sais pas si parce que peut-être à l'époque, en 2006, peut-être qu'il y avait pas encore, bon, déjà on n'avait pas tous les réseaux sociaux, donc il y avait pas tout cet engouement de la boulangerie et de la pâtisserie. Et j'ai pas eu le souvenir en fait d'avoir eu trop de problèmes à rentrer au Plaza. D'accord, et qu'est-ce que tu as découvert du coup, au Plaza Athénée? En quoi consiste la boulangerie, de Palace? Honnêtement, pour moi, j'ai découvert tout, dans le sens où, bon, je viens de la région parisienne, j'ai pas grandi dans un milieu, pas dans un milieu pauvre, mais j'étais dans un milieu modeste. Donc, la gastronomie, pour moi, ça voulait pas dire grand-chose. Et là, goûter des choses. Alors, petite anecdote, hein, bon, c'est en public, c'est pas grave, mais je me cachais. Alors, j'avais 17 ans, je me cachais dans le frigo pour goûter quelques pâtisseries parfois. Et j'ai des souvenirs de goûter, par exemple, alors, je sais que Christophe Michalak, il l'a fait encore dans sa boutique sur Paris, cette religieuse au caramel, Miss Caramel, je crois qu'il l'appelle, ou Miska, ou quelque chose comme ça. Et j'ai ces souvenirs de goûter ça, et c'était assez incroyable. Donc moi, ça m'a appris plein de choses, et ça m'a appris beaucoup de rigueur aussi, hein, cette rigueur un peu pâtissière qu'en boulangerie on n'a pas vraiment, ou en tout cas on n'avait pas vraiment dans le passé. De plus en plus maintenant, les boulangers travaillent un peu à la pâtissière, hein, très organisé, très propre. Donc moi, ça m'a vraiment appris ça. Et puis la créativité. C'est clair que la créativité, c'est dans ce type de palace, c'est le premier mot d'ordre, hein, donc c'était super. Et est-ce que vous avez des, pour parler un petit peu du coup des matières premières que vous sélectionnez, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des pâtissiers qui ont travaillé en palace et qui font à chaque fois référence, voilà, on va dire à toutes les possibilités de matières premières, travailler avec les plus belles matières premières. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en boulangerie? Alors oui, bon, alors c'est un peu moins bon, en boulangerie, hein, la matière première coûte en général un peu moins cher. On va dire que la première matière première qui coûte le plus cher, ça va être le beurre. Le beurre, par exemple, au Plaza, on utilisait du Montaigu, donc qui est un des meilleurs beurres en France, hein, en tout cas de viennoiserie. Mais j'ai ce souvenir aussi d'effectivement, à l'époque, Jean-Marie Hublot, en fait, il me poussait vachement, le sous-chef de Christophe Michalak, il me poussait vachement pour créer des produits. Et un Mmh. jour, il avait fait venir, parce que lui, il est breton, il avait fait venir j'ai le souvenir qu'il avait fait venir en fait des algues, mais des algues fraîches. Et il m'avait donné ça, il m'avait dit bah vas-y amuse-toi avec. Et du coup j'avais fait un pain en levain avec ces algues. C'était vraiment assez incroyable en fait de pouvoir faire venir toute cette matière première un petit peu décalée, un peu de produits qu'on n'a Mmh. pas vraiment l'habitude de voir par le biais de cet hôtel. Ça, il y a aucun doute, on a l'accès à des matières premières assez incroyables. Et quand tu termines, ton apprentissage, au Plaza Athénée, est-ce que tu as envie de continuer, dans cet univers-là, ou quelles sont tes envies, avec ton bac en poche? Oui, oui, totalement. J'avais vraiment eu le plaisir en fait de découvrir ce monde de l'hôtellerie, et je voulais vraiment pouvoir insister un peu plus et avoir d'autres expériences en hôtellerie. Est-ce que c'est ce que tu es parvenu à faire? Quelles ont été les étapes, du début de ta carrière? Donc en fait, après le Plaza Athénée, j'ai pas eu l'opportunité de retourner directement en hôtellerie. Donc j'ai travaillé dans une boulangerie à Versailles. J'ai fait un an chez eux, un an et demi, qui a été en fait une super expérience parce qu'ils travaillaient exclusivement sur le vin liquide. Donc on avait un fermentor levain et toutes les pâtes étaient faites sur le vin liquide avec très peu de levure sur des longues fermentations. Et ça avait été du coup changement parce que bon, l'hôtellerie, alors malgré que ce soit il y a une grosse rigueur, moi j'ai quand même eu une super expérience au Plaza Athénée parce qu'on travaillait pas autant que dans une boulangerie artisanale, sans dire qu'on ne Mmh. travaillait pas, mais voilà, c'était pas des heures à faire 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc j'avais eu quand même cette qualité de vie pendant un certain temps, et je suis de retour dans une boulangerie artisanale où là effectivement bon ben, c'était beaucoup d'heures, beaucoup de travail, mais quel bonheur parce que déjà premièrement j'avais un chef qui était un passionné, qui a été aussi un de mes mentors, hein, je pourrais dire après mon oncle, ça a été mon deuxième mentor. J'ai beaucoup Mmh. appris de lui. Travailler un an dans cette boulangerie, c'était une super expérience. Super. Et est-ce que c'est, voilà, c'est en ton début de carrière que tu commences un petit peu à nourrir tes envies de voyager? Exactement. Une fois de plus, hein, même étant jeune, en commençant mon BEP chez mon oncle, j'ai toujours dit j'aimerais beaucoup voyager. Je pensais pouvoir faire seulement un an d'expérience comme ça à l'étranger,
Et puis bon, il s'est Mhm. avéré que 11 ans plus tard, Tu y es encore. on y est encore. Et en règle générale, le métier de boulanger, c'est un métier qui s'exporte bien? Ah oui, ah bah ça c'est, que ce soit boulangerie, pâtisserie, ça s'exporte bien. Il y a aucun problème là-dessus. Par contre, effectivement, ce qu'il faut en fait se mettre en tête quand on part à l'étranger, c'est que les mentalités de clientèle sont très, très différentes. Le pain qu'on fait en France, bah, ça reste du pain français pour les Français. Et ça, pour moi, justement, ça a été la première fois où, quand je suis arrivé à Dubaï, ça a été un petit peu une petite claque. Mais parce que bon, on est un peu chauvin, on est français, on arrive, on se dit bon, on fait le meilleur pain du monde. Et puis en fin de compte, bah, on apprend vite que le meilleur pain du monde, bah, c'est le pain que les gens mangent géographiquement là où on est à l'heure actuelle, et que bah, la baguette française, bah, c'est pas forcément l'envie de tout le monde. Donc c'était intéressant l'arrivée à Dubaï. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, qu'est-ce que recherche la clientèle, à Dubaï? Alors, la clientèle à Dubaï, et en fin de compte, je me rends compte, la clientèle dans beaucoup d'endroits, c'est en général du pain qui va être du pain un peu hamburger bun ou du pain de mie, des choses, Mmh. c'est-à-dire avec un petit peu de sucre et un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre dedans, voilà, un peu de matière grasse. À Dubaï, par exemple, aussi, ils aimaient beaucoup la viennoiserie, mais c'est bon, je pense que ça, c'est mondial, hein, la viennoiserie, tout le monde aime, que ce soit croissant ou brioche. Mais une fois de plus, en fin de compte, on reste sur des produits bah, sucrés et beurrés. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir, et c'est ce que j'ai fait dans cette première boulangerie quand je suis arrivé, c'est de pouvoir un peu fusionner le côté français et puis à ramener des choses un petit peu du Moyen-Orient. Donc, par exemple, à Dubaï, ça se fait énormément, c'est du croissant za'atar. Le za'atar, qui est cette épice du Moyen-Orient, qui est vraiment intéressante au point de vue arôme, en poudre verte. Donc voilà, c'était un peu les débuts dans Dubaï. Et pourquoi Dubaï, en fait? Et ouais, pourquoi Dubaï? Alors, c'était pas forcément, enfin, c'était pas du tout le plan au départ. Le plan au départ, c'était Las Vegas. Je devais faire l'ouverture D'accord. du Aria Hotel. Bah, ça, c'était en fait par le biais de Christophe Michalak, hein, qui m'avait contacté pour faire l'ouverture de l'hôtel Aria à Las Vegas. Et donc, là, on est début 2008. Courant 2008, il y a eu la crise économique. Donc, du coup, l'hôtel a pris du temps. Entre-temps, je rencontre quelqu'un qui me dit, bah écoute, je vais ouvrir une boulangerie à Dubaï. Je fais, bah écoute, super, moi je vais partir à Las Vegas. Et Mmh. on s'est liés d'amitié. Et puis le fait que Las Vegas ait pris du temps, et ben voilà, courant 2009, j'ai fait partie de ce projet d'ouverture de boulangerie artisanale à Dubaï. Donc c'était le départ. Super. Et là, est-ce que tu travailles, uniquement avec, des boulangers français ou est-ce que tu as travaillé avec des locaux qui sont formés, du coup? Alors, dans cette boulangerie, donc où j'étais le chef boulanger, donc j'avais 20 ans. Alors, c'est gros de dire chef boulanger, on va dire que j'étais en charge de la boulangerie. C'est ce qui fait la différence. C'était des boulangers philippins. Il faut savoir qu'à Dubaï, les locaux ne vont pas faire ce type de travail, hein, c'est pas pour eux. Donc en gros, c'est des petites mains. C'est des gens qu'on a formés sur place, hein, qui n'étaient pas du tout boulangers à la base. Et j'avais Mmh. une petite D'accord. équipe de 3 boulangers. À la fin, en fait, avant que je parte, on était 3 boulangers. OK, super. Je crois savoir qu'après cette expérience-là, tu es parti, et tu es retourné dans le monde de l'hôtellerie, Voilà, à l'Intercontinental de Dubaï. Et là, du coup, tu occupes un poste, avec, plus de responsabilités. Tu gères une équipe de 6 boulangers, si je me trompe pas. c'est ça. Peux-tu me raconter, bah, comment est-ce que tu fais pour, gérer tout ça? Parce que c'est beaucoup de responsabilités, du haut de tes 21 ans. Ouais. Voilà, comment est-ce que tu appréhendais ce nouveau poste et comment est-ce que tu l'as géré? Tout au début, je vais être honnête, hein, je l'ai géré mal. Mal dans le sens où effectivement, un jeune de 21 ans en charge d'un hôtel, ça, c'était même pas un hôtel, hein, je remette un petit peu les conditions. Donc c'était 3 hôtels, un golf course, donc total de 1200 chambres, 17 restaurants. Donc c'était D'accord. énorme, hein, c'était énorme. Et donc 6 boulangers. Et 6 boulangers, pas forcément à faire que de la boulangerie, parce que bah, entre-temps, il Mmh. faut faire les setups des différents buffets, il faut aller chercher les matières premières. Donc au début, à 21 ans, je m'y prenais très mal. Et je m'y prenais très mal et en plus très français.
C'est-à-dire que j'avais tendance un peu à gueuler dans le labo. Alors, je suis pas très fier de le dire, mais c'est vrai tout au début, j'avais des boulangers même qui des fois pleuraient dans le labo. Alors moi, ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude de ça en France. En général, en France, quand il y a le chef qui gueule, le boulanger ou le Oui. pâtissier, il fait la bouchée double et il fait le travail. Donc Ouais. du coup, ça a été une grosse claque pour moi où j'ai dû changer complètement, enfin pas changer, mais apprendre des méthodes de management. Et puis pour ça, pour Intercontinental, du fait que ce soit un gros groupe, j'ai aussi beaucoup appris avec eux, hein. Et Bien donc, sûr. on va dire que tout début, ça a été compliqué. Et puis, je suis resté 3 ans, donc ça s'est fait avec le temps et ça a été beaucoup mieux. Juste pour se faire une idée, quel type d'horaire tu faisais dans ce type d'établissement? Des petites journées, alors une petite journée intercontinentale, c'était 12 heures. J'ai encore le souvenir de regarder l'heure et de dire, oh tiens, j'ai fait que 12 heures aujourd'hui. Une journée Waouh. normale, c'était entre 14 et 15 heures, 6 jours sur 7. Et puis, pour le coup, et je pense que l'hôtellerie parisienne, ça reste un petit peu pareil aussi, ou en tout cas l'hôtellerie française, c'est que en tant que chef, en fait, on t'appelle à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Mmh. Donc j'ai des expériences effectivement où des fois je me souviens d'un jour où j'ai fini, il était 9 heures le soir, je rentre à la maison, je mange, je vais pour aller me coucher, il était presque 11 heures, j'ai mon boulanger qui m'appelle, oh chef, je suis malade, je peux pas venir. Bon voilà, et puis hop, je suis retourné au travail et j'ai refait ma journée derrière. Donc ça a été une sacrée école, hein, une vraie formation, c'était assez incroyable. Comment est-ce que tu fais pour tenir physiquement? Est-ce que tu conseilles de pratiquer un sport? Voilà, est-ce que tu as des conseils à donner à toutes ces personnes qui travaillent autant d'heures que toi? Ouais, alors, je sais pas si je vais avoir des conseils. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais perdu beaucoup de poids. Je faisais 15 kilos de moins que maintenant. Oh. Et pourtant, maintenant, je suis pas très gros. Moi, je sais que le week-end, donc mon jour de repos qui était le vendredi, j'allais à la plage. C'était pour me faire du bien. Malheureusement, quand on travaille autant d'heures, on n'a pas le temps de faire du sport. Ou en tout Ouais. cas, quand on rentre, on pense pas à faire du sport. Et puis, Mmh. je suis pas quelqu'un de très sportif, donc du coup c'était c'était encore plus compliqué. Mais comment tenir? Après, pour tenir dans ce type de métier, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut de la détermination Mmh. et il faut de la passion. Il faut être passionné. On peut pas faire ce travail juste pour dire ah c'est sympa de faire des gâteaux ou de faire du pain une fois de temps en temps. Il faut une C'est clair. passion. Et moi, c'est cette passion qui me tenait pendant 3 ans dans cet hôtel où ça a été très très dur, mais ça a été super. Ça a été super. Et qu'est-ce qui a motivé ton départ du coup de l'Intercontinental? 3 ans, voilà, c'était 3 ans, et puis je sentais en fait que malgré tout, donc j'avais 24 ans, oui c'est ça, j'avais 24 ans, que j'avais besoin d'autres expériences, que je ramenais Mmh. plus grand chose à l'hôtel parce que il faut être honnête, hein, quand on travaille autant, c'est pas facile au bout d'un moment d'arriver à de la créativité quand on n'a pas le temps de voir autre chose. C'était effectivement pour moi le temps de me dire bon là je ramène plus rien à l'hôtel ne me ramène plus grand chose non plus, Mmh. faut passer à autre chose quoi. D'accord, et où est-ce que tu décides de poser tes bagages? Et je décide donc d'aller dans une entreprise qui s'appelle Batil. Et Batil en fait sont très très connus dans le Moyen-Orient. Premièrement pour leurs dates D'accord. parce ils ont des dates incroyables, dates et chocolat. Alors bon, les chocolats après les chocolats sont très bons, hein, mais là pour le coup la date, ils ont énormément de fermes en Saoudi où ils font toutes ces dates. Et bon, un peu comme tout le monde en France, on connaît cette date un peu tunisienne je Oui. suis sûr qu'on peut en trouver des bonnes, mais en général, quand on achète ce type de dates, c'est des petites dates, des fois qui sont un peu sèches, qui n'ont pas forcément beaucoup de goût. Mmh. Et là, j'ai goûté des dates qui avaient vraiment, qui avaient de la chair, qui avaient des textures et plein de dates différentes. Et c'était une super expérience. Et donc, j'ai travaillé chez Batil pendant à peu près 1 an et demi. Et quel est exactement le poste que tu occupes, chez Batil? Alors chez Batil, le poste, c'est un poste de boulanger exécutif. Donc Batil sont propriétaires, en plus de vendre toutes ces dates, ils sont propriétaires aussi de plusieurs brasseries. Donc je faisais le pain D'accord. pour toutes les brasseries. Ils étaient à l'époque, malheureusement plus maintenant, mais à l'époque ils avaient cinq boulangeries. Donc moi quand je suis arrivé, il y en avait deux et on en a ouvert trois entre Mmh. temps. Donc on faisait aussi le pain pour ces boulangeries et on vendait des croissants crus surgelés et des petits pains à tous les différents hôtels à Dubaï parce que du coup il y a énormément d'hôtels à Dubaï. Donc on avait des productions très artisanales
Non, pardon. Alors non, recette très artisanale et D'accord. production semi-industrielle. OK et j'imagine, production centralisée, C'est à ça, Dubaï? OK. production centralisée sur une grosse cuisine. On avait en boulangerie, on devait avoir 200, à peu près 200 mètres carrés pour le labo boulangerie. D'accord et en termes de volume, est-ce que c'était similaire à ce que tu sortais, avec ton équipe à l'Intercontinental? Alors là, on est passé sur des volumes. Bon, déjà, mon équipe a évolué, hein, parce que là, c'était une équipe de 25 boulangers. D'accord, ouf, OK. Et puis pour le coup, production, hein, donc j'avais pas deux boulangers à la fois dans le labo. Là, j'avais vraiment tout le monde était dans le labo. Alors, pour donner une petite idée, quantité de croissants par semaine, sans dire de bêtises, je crois qu'on est entre 40 et 50 000 croissants par semaine. Oh là là, d'accord. Et puis en petits pains, parce qu'on faisait beaucoup de petits pains, bah, que ce soit pour les brasseries comme pour les hôtels, on faisait à peu près entre 80 et 100 000 petits pains par semaine. J'imagine les volumes. Comment est-ce que tu as fait pour t'adapter? Parce que j'imagine ça fait quand même donc finalement tu passes d'une boulangerie artisanale à Versailles, avec après, des volumes encore plus importants quand tu arrives à Dubaï, puis à l'hôtel encore un volume donc en fait ça va crescendo. Ça va crescendo, ouais. Comment tu as fait pour gérer, bah, ce nombre d'employés qui augmente et puis, ces responsabilités? J'imagine aussi un stress, croissant. Comment tu as fait? Ouais. Mais en fait, je pense que c'est un peu la folie de la jeunesse, en fait. C'est que j'ai eu toutes ces opportunités et puis moi, je suis un peu un yes man, quoi. C'est bah vas-y, on se lance, On on y va. essaye. De toute façon, enfin, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, bon bah vous me virez et puis je rentre à la maison. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est l'avantage en fait, c'est que c'est sur toutes ces entreprises jusqu'à présent, parce que ça va changer après dans ma carrière, on va en parler juste après, mais toutes ces entreprises sont toujours venues à mon contact. Mmh, Donc moi, en fait, je me dis bon bah si vous venez à mon contact, c'est que vous êtes intéressé. bien sûr, Bah allez, on essaye quoi. on y va. Effectivement, Batil, le plus gros challenge, ça n'a pas forcément été en fait le volume, parce que le volume, il se faisait avec tous les différents boulangers. Il n'y avait pas de problème. Pour moi, le plus gros challenge, ça a été vraiment en fait, bah, justement tous ces boulangers, Mmh mh. parce que bah, ça faisait déjà 4 ans que j'étais à Dubaï à ce moment-là. Je voyais la réalité de Dubaï, hein, parce qu'il faut aussi le dire, Dubaï c'est flamboyant à la télé, mais en réalité, c'est des petites mains qui travaillent. Dubaï, en fait, c'est très suivant le pays d'où on vient, on est dans tel rang en fait du monde social. Mmh. Et moi, tous mes boulangers, en fait, bon, bah, soyons honnêtes, hein, ils étaient dans le rang social le plus bas. Mmh mh. Et c'est-à-dire que c'est des gens, ils peuvent même pas parler aux locaux, en fait. C'est parce qu'ils se disent que si jamais je parle à un local, si je dis quelque chose qui lui a pas plu, je peux aller en prison. C'est assez particulier. Et moi, à ce moment-là, en fait, bah, je voulais que ces boulangers puissent être heureux au travail, euh, pas exploités. Alors, c'est l'avantage aussi de cette entreprise Batil, c'est que ces boulangers n'étaient pas exploités. Mais je voulais leur donner une petite expérience supplémentaire. Donc, du coup, j'essayais de passer une fois par mois, je passais du temps avec eux, Mmh mh. que ce soit aller à la plage, aller boire une bière. Et en fait, pour la plupart de tous ces boulangers, toutes ces expériences qu'on a fait, qu'on faisait une fois par mois, bah pour eux, c'était la première fois, malgré qu'ils étaient à Dubaï depuis 30 ans, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Incroyable Donc, ça a été pour moi mon plus gros challenge dans cette dernière entreprise à Dubaï. et est-ce que c'est ce contexte, social, différent qui a aussi motivé ton départ? Exactement. OK. Exactement. Je suis resté 1 an et demi à Batil et c'était vraiment un bonheur dans cette entreprise, hein, parce que c'est une entreprise qui était en croissance. 4 ou 5 mois avant que je parte, LVMH, donc le groupe OK, Louis Vuitton, avait mis des parts dans cette entreprise. d'accord. Donc il y avait vraiment une évolution assez incroyable, hein. Je sais que là, à l'heure actuelle, bon, et du coup, malheureusement, ils ont quitté un peu le rang de la boulangerie. Donc, ils ont plus ouvert plus de boulangeries après ça. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils en ont fermé. Mais ils continuent à grossir avec les brasseries et dans le Moyen-Orient. Et puis, ils essaient d'ouvrir aussi aux États-Unis. Donc, il y avait vraiment des possibilités. Mais moi, c'était plus un point de vue personnel, en fait, où je pouvais plus rester à Dubaï, Mmh. bah, pour tous ces problèmes, en fait, de race. Malheureusement, c'est ça, il faut le dire, hein, c'est une réalité. Et est-ce que tu avais un rêve en quittant Bathil, voilà, un nouveau pays, une nouvelle envie? Alors, je sais pas si c'était un rêve, mais en tout cas, des fois les choses sont bien faites, hein. Mmh. C'est qu'en fait, au moment où je me dis: «Bon, ben, je veux quitter Bathil»,
Je suis contacté pour partir aux Philippines. D'accord. Tout se fait, tout est presque le contrat se fait et puis en dernière minute, en fait, il y a un changement de direction et ils sont partis sur une autre direction. Donc ils m'ont dit: «Bah, désolé, on ne on vous prendra pas». Ouf, Et puis, bah, là, du coup, ça a été un peu le: «Ah, bah, mince», parce ouais, que moi, dans ma tête, je partais. bien sûr. Et donc du coup, c'est à partir de là, en fait, où, avec, 2 de mes amis, parce qu'ils me voyaient, en fait, un petit peu désemparé, ils m'ont dit: «Bon, allez Romain, on va chercher du travail avec toi». Et pour moi, c'était une première fois parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, toutes ces expériences, à chaque fois, les gens m'ont contacté. Et puis, bah, du coup, voilà, nous voilà sur LinkedIn, pour la première fois. Et c'était d'ailleurs assez marrant parce qu'on a, en fin de compte, pas passé autant de temps que ça, parce qu'on a ouvert la page, on a dû, descendre un tout petit peu et on a vu une offre pour Chicago comme, boulanger pour recherche et développement, D'accord. boulanger d'essai. Et je peux en parler officiellement parce que cette histoire, mon patron la connaît, donc ça va, mais c'est en fait, c'était un soir, on avait bu un petit peu. On était assez contents et puis on s'est dit: «Allez, vas-y, on envoie un email, boulanger, recherche et développement». Et ben, mes potes, ils me disent: «Tu imagines, c'est incroyable». Et puis moi, je dis: «Bah, vas-y, on envoie l'email». Moi, en me disant: «De toute façon, il est hors de question que je reçoive, une réponse, quoi». Oui, bien sûr. Et puis j'ai eu une réponse le lendemain matin. Incroyable. De là un petit peu: «Oh mince, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, bah, vas-y, on fait l'entretien». Et puis il y a eu un coup de foudre, en fait, avec mon patron actuel, Mmh. coup de foudre professionnel avec mon patron actuel, il a un doctorat, dans les enzymes Panner. D'accord. Donc c'est pas un boulanger, Mmh. c'est un chercheur, mais c'est, par exemple, une des personnes qui a été, précurseur dans le projet baguette de tradition française en France, D'accord. dans la fin des années 80. Il a travaillé pour le groupe Soufflet. Et c'est un passionné. Voilà, j'ai rencontré un autre, forcené de la boulangerie. Et après toutes les différentes, interviews, les différents entretiens, me voilà à Chicago. Avant d'enchaîner sur ton expérience du coup à Chicago, est-ce que tu peux me dire, est-ce que LinkedIn fonctionne vraiment pour, chercher du travail quand on est, boulanger ou pâtissier? Alors, bah, du coup, je pourrais pas dire que ça fonctionne pas, C'est mais vrai. par contre, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé, tu me demandais, comment ça se passe à l'étranger, et je pense il faut en parler aussi. C'est que quand on part à l'étranger, et c'était le biais de ma première entreprise, à Dubaï, c'est qu'en fait, on nous fait voir des paillettes. On nous dit: «Ah, mais tu vas voir, c'est l'étranger, c'est super», Mmh. et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est difficile de trouver une entreprise, qui nous mette en valeur, nous, en tant que boulanger ou pâtissier français, et puis dans de bonnes conditions, Bien quoi. sûr. Parce que l'idée aussi de partir à l'étranger, c'est, bah, soyons honnêtes, hein, c'est quand même d'avoir des salaires un peu plus intéressants, Mmh. c'est d'avoir de bonnes conditions. Et sur LinkedIn, il faut faire attention parce qu'effectivement, moi, je reçois, pas mal d'offres et parfois, c'est vrai que c'est un petit peu douteux. Ouais, je comprends. Donc j'ai envie de dire LinkedIn, oui, ça fonctionne, mais voilà, faut faire quand même attention et faire un check, sur toutes les offres qu'on reçoit. OK, super, merci. Alors revenons ensemble sur ton expérience à Chicago. C'est ton poste actuel. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail? Bon, déjà, Eurogerm, donc Eurogerm vend des améliorants. Donc jusqu'à présent, j'avais jamais travaillé avec des améliorants. Les améliorants font peur. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui se cache derrière le mot améliorant? Alors, améliorant, ça fait toujours peur, mais en fait, améliorant, c'est, bah, justement, c'est pour améliorer un défaut. Donc un défaut qui peut venir par exemple d'une farine, parce que certaines farines ne sont pas assez performantes pour faire du pain. Mmh. Un défaut de procédé par exemple, on va faire du croissant, on doit garder ce croissant cru congelé plus d'une semaine parce que, bah, par exemple, je suis propriétaire de 3 boulangeries, ma cuisine est centralisée pour produire le croissant. Mmh. Forcément, je peux pas faire mon croissant tous les jours. Bien sûr. Donc je vais devoir garder mon croissant plus d'une semaine et je veux pas avoir des problèmes de qualité. Mmh. Donc on va utiliser un améliorant. Maintenant, le problème de l'améliorant, et moi je pense que c'est là le plus gros problème, c'est qu'on n'en parle pas correctement depuis l'école. Et à chaque fois qu'on parle améliorant, on imagine produits Oui. chimiques. Et en fait, c'est pour ça que j'ai accepté de travailler pour Eurogerm, parce qu'on travaille principalement avec, des produits naturels, c'est-à-dire des enzymes. Voilà, le mot améliorant, c'est pour améliorer, c'est pour aider. Alors, il faut pas non plus trop l'utiliser. Et c'est là, en fait, où moi, j'espère pouvoir, ramener quelque chose dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, on a soit les boulangers qui veulent pas du tout l'utiliser, qui, D'accord. c'est très bien. S'il n'y a pas besoin d'utiliser, on n'utilise pas.
Maintenant, si c'est pour dire, moi, j'utilise pas d'améliorant et que derrière le produit, il n'est pas performant ou il n'est pas bon à manger parce qu'il va être, par exemple, il va pas avoir assez de volume, il va pas avoir le moelleux qu'on recherche. Pour moi, c'est de la bêtise. Après, ça reste que mon avis personnel. Et après, il y a aussi les boulangers qui utilisent que des améliorants. Et là, c'est aussi c'est abusé, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Donc en fait, je pense qu'il faut trouver le juste milieu et utiliser un améliorant, c'est pour améliorer un défaut et pas pour créer quelque chose d'encore mieux. Ou voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc pour revenir à ta première question, juste pour expliquer un petit peu ce que je fais, je suis donc boulanger recherche et développement et je fais aussi des assistances techniques chez les clients. Donc c'est-à-dire que je voyage énormément, je voyage entre 2 et 3 semaines par mois. Donc, je développe de nouveaux produits pour Eurogerm. Donc, on a quand même besoin de cette créativité en fait constamment. Et à côté de D'accord. ça, je vais aider aussi les clients. Je développe des produits dans le labo et les produits que j'ai développés pour un certain Mhm. client, par exemple, je vais chez le client et le mettre en place dans ses labos. Et puis parfois, c'est même plus que des labos parce que ça va être des entrepôts avec des lignes de production et des choses comme ça. Donc, tu as une partie voilà, où vous avez de nouvelles innovations voilà, pour proposer après à tout un panel de clients. Donc, plutôt un C'est côté ça. catalogue et après des solutions qui sont faites sur mesure pour des clients spécifiques. Exactement. Et puis après, la clientèle, ça va du boulanger artisanal jusqu'aux très grosses boulangeries qu'on peut connaître. Et les produits que tu développes, est-ce qu'ils ont une petite touche française ou est-ce qu'ils sont majoritairement dédiés au marché américain? Ah ouais, c'est une super question. Bah alors après, on n'oublie pas d'où on vient, hein. Moi, je suis français, j'ai grandi en France, donc forcément, tous mes produits ont un petit peu cette touche française. Parfois, par contre, il faut effectivement se mettre au goût du jour du pays. Donc, par exemple, la brioche aux États-Unis, quand en France on fait une brioche entre 10 et 15% de sucre, aux États-Unis on est entre 20 et 25%. Ah, ça va. Donc voilà, on fait des produits français, mais on s'adapte au marché. D'accord. Quel a été le produit le plus complexe à développer pour toi jusqu'à aujourd'hui? Alors en fait, j'ai fini de le développer il y a quelques mois, D'accord. et c'est en fait un pain keto. Donc c'est vraiment très différent de la boulangerie entre guillemets, hein, parce que là donc le pain keto, hein, c'est je pense que vous avez ça en France, les régimes kétogènes. Oui, 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 Voilà. oui. Donc en fait c'est un pain qui n'a aucun carbs, qui a pas de glucides en fait, ou très peu en glucides. Ça a été assez compliqué. Ou sinon, une deuxième idée aussi, je sais pas en France si vous avez vu des muffins, ce qu'on appelle aux États-Unis red velvet. C'est des muffins en fait tout rouges. Oui, oui. Et donc, en général, on utilise des colorants très chimiques pour ça, parce que dans le milieu des gâteaux, on doit avoir un pH qui doit être en général plus basique que acide. Et dès qu'on utilise un colorant naturel, eh ben, on part colorant naturel, il faudrait qu'on puisse être dans l'acide. Et dans le gâteau, c'est compliqué. Et récemment, en fait, j'ai réussi à trouver une solution pour obtenir un red velvet qui soit rouge, naturel. Donc c'était un projet aussi d'un peu plus de 6 mois. Et j'ai pas compté le Ah nombre oui. d'essais, mais grosso modo, on doit être à une centaine d'essais. Oh, est-ce que tu travailles en équipe ou tu es principalement seul sur ce type de projet? Alors, on travaille en équipe. Donc, l'avantage, c'est que Rogerme, déjà, premièrement, on est un groupe, on est assez mondial. Donc, en fait, même si les équipes, elles sont pas forcément avec moi dans le labo, elles sont quand même dans les emails, au téléphone. Donc, on peut discuter sur ces équipes-là en France. Après, aux États-Unis, moi, je suis pas encore en charge du R&D. J'ai un patron au-dessus de moi. Donc, dans le labo, j'ai mon patron. Et récemment, j'ai embauché un boulanger français dont je suis en Mhm. charge de ce boulanger parce que bon, l'idée, hein, on est assez ouvert dans l'entreprise, hein. Le patron que j'ai à l'heure actuelle, il a 62 ans, 61 ans, pardon, je le vieillis. Il va partir à la retraite, voilà, dans peu de temps. Donc l'idée, c'est que je D'accord. reprenne derrière et puis voilà que je développe mon équipe. Donc on est 3 à l'heure actuelle. Ok. Et est-ce que, comme c'est quand même un métier qui est très particulier, moi je l'ai découvert avec toi, je savais pas que c'était possible d'avoir ce type de poste en étant boulanger. Est-ce que
toi, tu connaissais ce métier-là avant de tomber sur cette offre LinkedIn et est-ce que tu pensais voilà, en faire ton métier? Mais pas du tout, pas du tout. Je connaissais sans connaître parce que bon, on se doute que toutes ces entreprises, elles ont des boulangers qui font ce type de travail, mais pour moi, c'était pas de mon niveau, c'était pas mon métier en fin de compte. Et j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance hein, d'être arrivé dans ce groupe Eurogerm et en fait qui a été patiente avec moi parce que forcément je suis arrivé, tous ces gens-là parlaient d'enzymes, ils parlent même plus en pourcentage d'utilisation, c'est tellement minime l'enzyme, c'est qu'on parle en grammes quintal. Donc tout ça Mmh. c'était complètement nouveau et c'est là où c'était super, c'est que mon patron m'a dit de toute façon Romain, avant que tu sois vraiment capable de faire tes propres améliorants, il se passera au moins 5 ans. Donc pendant 5 ans, on sait que tu ne seras pas à 100% de tes capacités. Mais en fait, l'idée de ces D'accord. entreprises, c'est qu'ils nous embauchent, on est dans un petit cocon, parce que soyons honnêtes, hein, là j'ai repris une vie où je travaille. Alors bon, il y a des fois des jours où je travaille un peu plus, mais en gros c'est de 8 heures à 17 heures, j'ai mes week-ends, c'est un cocon, hein, c'est un bonheur. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir garder tous ces employés pendant longtemps, parce qu'ils savent que ça prend du temps pour connaître toutes ces choses. D'accord. Je voulais continuer avec toi sur, ta perception du milieu de la boulangerie. Tu disais avant, tu évoquais que voilà c'est un milieu qui a beaucoup évolué, que même le métier en tant que tel est devenu plus attractif que ce qu'il n'était pour toi en 2006. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les évolutions que tu as perçues, depuis que tu t'es formé à ce métier-là? Alors, bon, le métier de boulanger, comme tu dis, il évolue, ça c'est sûr, il évolue partout. Moi, ce qui me fait un peu peur, en fait, c'est l'évolution en France. Et je veux pas être négatif, parce que bon, on reste quand même sur une créativité assez incroyable, mais on voit que Mmh. le reste du monde, bah, ils sont en train de nous rattraper. On le voit sur les réseaux sociaux, mais on le voit aussi dans les différentes compétitions, hein, que ce soit le championnat du monde de la boulangerie ou d'autres, comme les compétitions de l'OSAFRE. De plus en plus, on a d'autres pays qui nous rattrapent. L'Asie, par contre, tu vois, la Chine, par exemple, Taïwan. Parce que, en fait, en France, je me rends compte qu'on a beaucoup de règles. Quand on fait de la boulangerie, en fait, on suit beaucoup de règles. Hein, le vin est fait d'une certaine manière, un pain à la meule est fait d'une certaine manière, un Queen Yaman est fait d'une certaine manière. Et il faut faire cette manière-là, Mmh. parce que si on fait pas comme ça, c'est pas le bon produit. Et en fait, le reste du monde, ils ont pas ces règles-là. Donc ils essayent Mmh. des choses qui pour nous, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Et sauf que bon, bah des fois ça marche pas, et puis dans ces cas-là, bah pour eux c'est pas grave, ils passent à autre chose. Et puis des fois ça marche. Et moi personnellement, par exemple, j'ai eu pour moi c'était une révélation, c'est d'aller à San Francisco. Parce qu'à San Francisco, il y a plein de boulangers français qui pourraient faire un tour à San Francisco, et de très bons boulangers, hein, et apprendre des choses énormes, incroyables. C'est-à-dire que nous, en France, quand on fait un levain, par exemple, je reviens à mes levains, en général, on va utiliser une farine de blé, on va utiliser une farine de seigle. Eux, ils utilisent une farine de ce qu'on veut. Ils utilisent une farine d'amarante, une farine de teff, et ils essayent, et ils voient, et si ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et j'ai découvert des textures, j'ai découvert des arômes, mais incroyables, incroyables. Donc l'innovation, elle est partout. Et moi, des fois, je me dis, en France, on est quand même un petit peu arriéré, dans le sens où on a nos traditions à nous et qu'on ne veut pas bouger de ces Je traditions. comprends. Et pour toi, quels seraient donc du coup les axes pour innover en boulangerie? Tu parlais donc d'utiliser des farines on va dire de base de préparation, différentes de celles de blé qu'on pourrait utiliser. Voilà, qu'est-ce que tu suggères, pour développer sa créativité en boulangerie? Ben, en fait, bon, c'est compliqué de dire parce que c'est pas moi qui vais avoir le mot pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais je pense qu'il faut essayer d'oublier un petit peu, entre guillemets, pas oublier, mais faut se servir des bases qu'on apprend à l'école, mais il faut s'ouvrir un peu au monde. Par exemple, récemment, je me suis amusé parce que où est-ce que j'avais vu ça? J'ai vu ça quelque part sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram, d'un gars qui avait mis un cookie à l'intérieur d'un croissant. Et je me suis dit, ah tiens, l'idée est pas mal. Mais du coup, de là, je me suis dit, oui, mais attends, si tu mets un cookie à l'intérieur d'un croissant, du coup, t'as plus l'aspect du cookie, le côté croustillant de l'extérieur et le côté fondant de l'intérieur. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre mon cookie sur le croissant. Et puis, j'ai essayé. Et puis, bah, écoute, ça fait des produits qui sont vraiment sympas parce qu'effectivement, quand on va
on va goûter le croissant avec le crookie que j'ai appelé. Donc, je pense que plein de gens vont l'appeler comme ça, mais le crookie, quand on le mâche, quand on prend en Mhm. bouche, on a le croustillant du cookie, on a les feuillets du croissant, et puis on arrive à l'intérieur et on a ce fondant du cookie, et c'est du coup vraiment intéressant. Et en fait, je pense que voilà, il faut juste essayer et pas avoir honte de rater et puis de faire quelque chose qui soit horrible. D'ailleurs, je pense que prochainement sur Instagram, je vais faire un post de tous mes fails parce que j'en ai énormément et en fait, je m'amuse à faire des photos. D'ailleurs, c'est venu d'une idée de mon boulanger qui m'a dit ah bah, ce serait sympa de faire un truc comme ça. Et ouais, carrément, en fait, je pense que je vais prochainement faire un post sur tous les fails parce que sur les réseaux sociaux, forcément, on voit tout ce qui est beau, mais faut voir C'est aussi vrai. tout ce qu'on rate et il faut pas avoir peur de rater parce que quand on rate, eh ben on apprend. Puis on sait que ça marche pas, donc faut pas le refaire. donc euh, voilà, je pense qu'il faut juste pouvoir un peu s'ouvrir au monde et penser un peu différemment. Et pour être honnête, en boulangerie, bah, de plus en plus, on se rapproche en fait à la pâtisserie. Trouver des solutions avec des caramels, avec des crèmes, avec voilà, se ramener un petit peu plus sur du gourmand et du gourmet. D'accord. Et, tu parlais de ton expérience avec le cookie. Je me demandais, toi qui passes du coup tout ton temps au travail à développer des solutions, est-ce que tu parviens à trouver encore le temps sur ton temps libre pour faire ce type d'essai pour pour ton propre plaisir? Ouais, oui, oui. Bah en fait, de plus en plus, je le fais à la maison. Euh, D'accord. j'ai la chance d'avoir ma femme qui me supporte énormément. Donc de plus en plus, je le fais à la maison. Mais soyons honnêtes aussi, j'ai la chance en fait de cette ouverture d'Eurogerm qui m'autorise à aussi faire mes essais perso au labo. Parce que bah, Ah, génial. justement, derrière, eux, ils peuvent, comme là, cette idée de crookie, par exemple, bah, du coup, on va créer un peu une petite brochure avec ça, en rajoutant les produits Eurogerm, parce que moi, à la base, j'avais fait, donc, toutes ces recettes étaient sans améliorant, parce que tout ce que je poste sur Instagram, D'accord. il n'y a aucun produit d'Eurogerm en général, ou très peu, ou si j'en mets, Mhm. en général, je vais les taguer. Donc là, on va refaire la gamme en fait avec les produits Eurogerm. On va faire une brochure qu'on va envoyer un peu dans tous les Eurogerm du monde et du coup D'accord. essayer de faire un petit truc un peu innovation. C'est vraiment une chance de pouvoir effectivement continuer à créer. Et comme je disais tout à l'heure, je travaille que de 8h à 17h. Donc le temps de la création, j'ai le temps de réfléchir à tout ça. Donc oui, c'est vraiment une chance. Super. Dis-moi, quelles sont tes envies pour le futur? Déjà continuer à évoluer chez Eurogerm. Ça Mhm. c'est quelque chose pour l'instant que j'aime beaucoup. J'apprends énormément tous les jours, donc jusqu'au jour en fait où je me dirais bon bah là, écoute, j'apprends plus autant qu'avant, bon bah peut-être que je partirai, mais en attendant, je profite. Et puis bah là depuis peu en fait, je me vois peut-être à faire quelques masterclass parce que ça fait 2 ans maintenant que je fais deux trois masterclass ici et là, et puis à faire des classes en ligne. Donc je commence à partir du début septembre, du 6 septembre à faire mes premières classes en ligne. D'accord. Est-ce que ces classes seront aussi ouvertes pour les Français? Alors oui, les classes seront ouvertes pour les Français. Les classes seront en anglais, en tout cas avec mon anglais, hein, avec l'accent très français. Mais je vais essayer en fait de trouver une solution pour donc ce sera à confirmer ça, mais pour avoir les sous-titres français en même temps que la classe en fait. D'accord, super. Comment est-ce qu'on se tient du coup informé de ton actualité? Eh ben depuis 2 jours maintenant, j'ai mon site internet, donc c'est D'accord. chefromaindufour.com. Parce que malheureusement romaindufour.com était déjà pris. Donc voilà, chefromaindufour.com où je vais garder toutes mes activités, donc les classes en ligne, les masterclass, les différents podcasts et des choses comme ça. Fantastique, super. Bah, j'invite tout le monde à aller consulter ton nouveau site internet. Donc Romain, nous avons pour habitude dans ce podcast de terminer par une recette. Peux-tu nous dire quelle est la recette que tu as sélectionnée pour aujourd'hui, s'il te plaît? Alors j'ai sélectionné la brioche royale à la Jackie. Alors, pourquoi à la Jackie? Alors, bon, pour les gens qui me suivent sur Instagram, ils doivent sûrement voir le premier hashtag que je mets sur tous mes posts, c'est Jackie la boulange. Pourquoi Jackie la boulange? Parce que c'est en fait, moi, bah, c'est mon deuxième prénom. Je m'appelle Romain Jackie Cyril. D'accord. Et, et en fait, Jackie, c'est venu d'un de mes potes bah, quand j'étais à Dubaï, à Batil,
qui est tombé sur une photocopie de mon passeport. Et en fait, quand il a vu mon deuxième prénom, il a commencé à m'appeler Jackie. Alors au début, ça m'énervait. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, c'est quoi, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, la brioche royale à la Jackie. À la Jackie aussi parce que j'ai jamais vraiment appris ce que c'est une brioche royale. Donc c'est un peu ma brioche royale à moi. C'est-à-dire en fait dans cette brioche, en général, ce que je connais de la brioche royale, c'est que c'est un mélange de beurre et de crème fraîche. Mhm. La crème fraîche qui va vraiment nous ramener énormément de moelleux dans la brioche. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est la brioche royale à la Jackie. Super, merci. Bah, j'encourage tous les becs sucrés à aller tester cette recette à la Jackie. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Jackie la boulange. Comme ça, tout le monde Voilà, exactement. Super. Romain, on arrive à la fin de cette interview. Je tiens à te remercier pour ton temps. Merci de nous avoir fait découvrir le milieu de la boulangerie, parce que c'est une grande première pour nous dans les becs sucrés, et j'espère qu'on aura l'occasion de creuser ce milieu-là encore avec d'autres professionnels et tes confrères. Je souhaite beaucoup de réussite à Chicago. On sera en tout cas nombreux à te suivre pour tes masterclass. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Et puis, c'est sympa de passer un peu de temps en français. Ça, c'est vrai. Je sais que toi, ça me fait un peu fatigué d'être en anglais. Oui, exactement. Merci Romain, à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook @lesbecssucrés-podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact@lesbecssucrés.com. À très vite!